Notre invitée ce matin, Marine Le Pen, présidente du Front National. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé François Hollande, bien sûr. Hier soir, un commentaire entré dans le détail. Alors, un commentaire général. Il veut absolument tout changer sans rien changer. Ça, c'est pas possible. Et par conséquent, il ne pouvait pas réussir cet exercice. Il n'a pas de vision stratégique. Les réponses qu'il a apportées n'ont rien à voir avec la promesse de réenchanter le rêve français. Enfin, je veux dire, sauf à ce qu'on considère que le grand oral de HEC peut faire rêver. Moi, ça me fait pas rêver. Bon, donc il a fait un bon grand oral de HEC, mais en l'occurrence, ou de l'ENA. Vous n'avez rien trouvé de positif, d'intéressant dans cette intervention, Marine Le Pen. Est-ce que l'on se rend compte des défis à surmonter? Est-ce que l'on se rend compte de la gravité de la situation de la France? Si il l'a dit au début de son intervention. On se rend compte de cela. On ne peut pas apporter des petites réponses sorties d'une petite boîte à outils de bricolage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un bricoleur hier soir? Oui, c'était du bricolage. Alors on va mettre passer à 0,3%, la taxe de trucs, on va transférer. Ça n'est pas à la hauteur des défis gigantesques qui sont ceux de la crise économique. Pas un mot sur l'euro. Alors même que dans ses propres rangs, le débat sur l'euro fort commence à poindre son nez. Pas un mot. Si, il a quand même parlé de Chypre. Il a dit, il a quand même rassuré les Français, et notamment rassuré les Français à propos de leurs dépôts bancaires, en disant, à moins de 100 000 euros, on ne touchera jamais à vos dépôts bancaires, je m'y engage. Oui, il a quand même dit qu'il était avec l'Allemagne en ce moment dans une certaine difficulté, une relation un peu difficile. Non. Il n'a rien dit sur l'euro et le dumping social et le dumping monétaire que vivent nos entreprises, que vit notre agriculture. Pas un mot. Il n'a pas dit un mot sur l'insolvabilité du système bancaire français. Parce que ça, honnêtement, demain, on va tous être des chypriotes. Hein. Bon. Il n'a pas dit un mot... Vous le croyez ou c'est pour faire peur aux Français? Non, je ne fais pas peur aux Français. Vous basez sur quoi pour nous dire ça? On m'a dit ça pendant toute la campagne présidentielle. Aujourd'hui, tout le monde me dit ça. Le système bancaire français ne respecte pas BAL 3, il ne respecte pas même pas BAL 2. Bon, par conséquent, il y a un risque, et tous ceux qui ont une connaissance de ce système... Il y a un risque pour les dépôts des citoyens français aujourd'hui dans les banques? Oui, mais bien sûr. Ils pourraient perdre leur argent? Vous dites ça ce matin? Ce qui est tout à fait sûr, c'est que rien ne permet à un gouvernant français de dire que la situation qui se déroule aujourd'hui à Chypre ne pourra pas se dérouler demain en France. Ça, c'est une certitude. Ça remet d'ailleurs à leur place tous ceux qui, pendant la campagne présidentielle, venaient tacler Marine Le Pen en disant que les propositions de Marine Le Pen, c'était la ruine des épargnants. Non, c'est le sauvetage de l'euro. Pour l'instant, les épargnants ne sont pas ruinés. C'est le sauvetage de l'euro qui est le danger majeur pour les épargnants, et encore une fois, les Chypriotes viennent de s'en rendre compte, nonobstant le coût que représente le sauvetage de l'euro. Je vous rappelle quand même que pour la France, c'est 65 milliards de dettes supplémentaires, les différents plans de sauvetage. On comprendra pourquoi d'ailleurs le déficit n'est pas à la hauteur qu'espérait le gouvernement. Bon, un peu plus important. Un mot sur l'immigration. Alors que le problème des Roms, aujourd'hui, commence à monter en puissance et se surrajoute au problème régulier de l'immigration en France, alors même que 65% des Français pensent qu'il y a trop d'immigration en France. Pas un mot. Pas un mot sur l'insécurité. Pas un mot sur l'insécurité. Au moment où les cambriolages se multiplient, au moment où à Marseille, il y a un mort tous les 3 jours, pas un mot sur l'insécurité. Bon, la réalité, c'est que, et je l'ai dit depuis longtemps, il est le dirigeant d'un gouvernement technique. Voilà, c'est le Monti français. C'est-à-dire qu'il reçoit la feuille de route de l'Union européenne et il applique la feuille de route de l'austérité. Il nous explique dans le même temps que l'austérité ne peut pas être une politique, mais que c'est celle qu'il va appliquer tout de même. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on continue dans le processus du choix de l'austérité, qu'on continue dans un modèle économique qui était déjà défendu par Nicolas Sarkozy, qui continue à être défendu par François Hollande, et qui est un modèle économique qui détruit la croissance, qui détruit l'emploi, qui détruit l'économie. J'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon parler. Pourquoi arrêter avec Jean-Luc Mélenchon? Mais non, mais parce que vous avez le même discours pratiquement. Mais non, mais bon, on n'a pas le même discours pour une raison simple, c'est que lui, il n'a pas de solution à apporter. Oui.
alors tu sais ce que nous allons faire? Nous allons entrer dans le détail, enfin le détail, pas tout, le détail, mais de ce qu'a dit François Hollande hier soir. Sur les entreprises, parce que ça a été le cœur de l'intervention, l'entreprise hier soir. Sur les PME, c'est vrai, pas grand-chose. Mais c'est moins sur qu'on les puisse dire. entreprises, simplification administrative, ça oui. Oh, super. Quoi? Ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça. Oui, il nous dit qu'on va simplifier. Vous me direz, vu l'état des PME et des PMI aujourd'hui, comme la plupart d'entre elles vont, hélas, être obligées de subir une cessation de paiement et peut-être une liquidation, ça va être, leur vie va être simplifiée, ça c'est sûr, ils vont fermer boutique. Bon. Il avait promis une chose, il avait promis, et j'avoue que j'avais également cela dans mon programme, la mise en œuvre d'un impôt sur les sociétés progressif pour alléger les impôts sur les petites entreprises qui sont celles qui créent l'emploi. Eh bien ça, c'est une promesse qu'il a totalement oubliée. Alors oui, les promesses de simplification, on verra, hein, parce qu'encore une fois, c'est un peu le serpent de mer, mais c'est surtout ce qui coûte rien, quoi, en fait. Transmission et cession d'entreprise, aménagement de la fiscalité, c'est pour répondre au fameux mouvement des pigeons. La taxe 75% sur les salaires supérieurs à 1% sera payée par l'entreprise. C'est du gadget? Oui, c'est quoi? Ben oui, c'est du gadget, parce que ça touche quoi, 1000 personnes, et encore. Hein. Les dépenses de l'État, il vous a pas convaincu non plus sur les dépenses de l'État? Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, si vous voulez, c'est où va-t-il faire ses dépenses? Car c'est là où nous avons... On ne touche pas au budget militaire, au budget de la défense, là vous êtes contente. Ah oui, non mais je suis contente. Bon, encore une fois, j'attends de voir, parce qu'on ne touche pas là cette année. Oui. Bon, mais l'année prochaine, on ne sait pas. Parce que quand on fait une politique d'austérité, il y a bien un moment donné, il faut trouver de l'argent. Alors, où va-t-il? Parce que ça aurait été un élément intéressant. Alors, ça aurait été un élément d'information. Où trouver de l'argent? Or, le problème, M. Bourdin, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions de mise en œuvre de leur politique d'austérité, ce sont les classes moyennes qui payent, ce sont les entreprises, les petites entreprises, les artisans, les commerçants qui payent, et donc on bloque l'économie et on bloque la consommation. Où on trouve, je vais répéter ce que je dis bien souvent, d'abord l'immigration, qui est un coût majeur pour notre pays. Deuxièmement, la fraude sociale. Troisièmement, mettre en place les conditions de changement d'un modèle économique pour pouvoir préserver nos entreprises du dumping dont elles sont les victimes. Dumping monétaire, dumping social, dumping environnemental. Rien n'est fait dans ce domaine-là. Ben oui, mais je suis désolé, mais on tournera toujours autour de ces grands principes. Oui, mais Marine Le Pen, la dépense publique, c'est quoi? C'est l'accueil de la petite enfance, c'est la maison de retraite, c'est l'hôpital, c'est la prison, c'est la sécurité. Mais parlons-en, monsieur Bourdin. Oui, parlons-en. Alors, on ne peut pas faire d'économies dans ces domaines-là. Mais non, mais d'accord. Alors, où va-t-il les faire, ces économies? Mais il les fera là, justement. Parce que, par exemple, les maisons de retraite, vous n'avez pas le sentiment quand même que depuis un certain nombre de temps, on pousse à la réduction des maisons de retraite dirigées par l'État, hein, par ce service des personnes âgées, et on pousse à la privatisation. On pousse les gens à aller dans des structures privées dont on sait pertinemment que c'est 3 000 ou 4 000 euros par mois. Mais ce n'est pas la solution, la santé, les retraites, de transférer une partie aux entreprises privées, aux assureurs, aux banquiers. C'est la solution ou pas? Non, ça n'est pas la solution, parce que à chaque fois que l'on a fait ça, on a vu augmenter les coûts que doivent payer les Français de manière spectaculaire. Les Français, ils payent des impôts. Donc vous n'êtes pas pour une économie libérale, vraiment pas du tout. Mais ça n'a rien à voir, monsieur Bourdin. Ah bon? Encore une fois, moi je suis pour une économie libre. Voilà. Il y a la liberté d'entreprendre. Moyennant quoi, il y a à côté de cette liberté d'entreprendre des services publics. Ces services publics, cette réponse au public que doit faire un État qui protège, aujourd'hui est en voie de disparition. Alors même que les Français, eux, continuent à payer de plus en plus d'impôts et de plus en plus de taxes. C'est ça le problème, monsieur Bourdin. C'est qu'on paye de plus en plus d'impôts et parallèlement, on a de moins en moins de services. Il y a moins de police, il y a moins de justice, il y a moins d'armée, il y a moins de maternité, il y a moins d'écoles. Donc on ne doit pas faire d'économies dans ces domaines-là. On est bien d'accord. On doit au contraire embaucher des fonctionnaires, embaucher des policiers, embaucher des surveillants de prison, embaucher... Vous êtes d'accord, Marine Le Pen? On peut largement faire avec le nombre que l'on a. Mais encore une fois... Vous dites qu'il y en a moins. Je comprends pas très bien. Non mais attendez, il y en a eu moins, c'était en l'occurrence sous Nicolas Sarkozy, qui a considérablement réduit. On fait quoi maintenant? On embauche? Lesquels? Alors, par exemple, je peux vous donner quand même un élément. On embauche des surveillants de prison? Oui. Bon, on embauche des policiers? Oui. On embauche des gendarmes? Oui. On embauche des infirmières? On embauche des personnes qui s'occupent des personnes âgées? On embauche on débauche des fonctionnaires? Et on débauche dans la fonction publique territoriale. Parce que la réalité, c'est que l'escroquerie, elle est là.
Voilà. Quand on supprime un poste d'un fonctionnaire d'État, effectivement, médecins, policiers, gendarmes, qui ont un rôle fondamental dans le fonctionnement de la société, on embauche parallèlement 2 fonctionnaires territoriaux pour faire plaisir aux grands féodaux socialistes qui sont à la tête des départements, à la tête des régions, etc. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et deuxièmement, il faut libérer l'entreprise. Libérer l'entreprise, c'est lui permettre de pouvoir se développer avec des règles du jeu qui soient des règles du jeu honnêtes. Or, aujourd'hui, la concurrence internationale déloyale les règles du jeu sont malhonnêtes. Voilà. Et notamment, cette concurrence internationale déloyale, elle intervient non seulement de la part de pays qui sont hors de l'Union européenne, mais même de pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. La directive Bolkestein, la fameuse directive Bolkestein, qui a été, je pense, un élément pour lequel les Français ont rejeté la Constitution européenne qui leur a été imposée par l'UMP et le PS postérieurement. Eh bien, elle est en œuvre dans l'Union européenne. L'Allemagne, aujourd'hui, fait du dumping social dans l'agriculture contre la France. Et quelles sont les réponses qu'apporte François Hollande à ces problèmes essentiels? Rien. Bien, 0. les retraites. François Hollande a dit qu'il va falloir augmenter la durée de cotisation. Vous dites la même chose? Non. Non? Non, moi je suis pour 40 années de cotisation pour obtenir une retraite pleine. Et retraite à 60 ans. Et retraite pleine à 60 ans? Mais pour une raison avec simple, quels moyens? Monsieur Bourdin. Mais nous avons les moyens, il faut arrêter avec ça. La France a les moyens, avec le taux d'imposition qui est le sien, elle a les moyens de fournir à sa population des services publics de qualité, le traitement d'une retraite qui soit correcte. Si on arrêtait les dépenses néfastes de l'État, si on arrêtait d'ouvrir les robinets pour gérer la misère du monde entier, on aurait les moyens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? On nous dit, oui, on vit plus longtemps, donc il faut cotiser plus longtemps. Mais combien de temps, M. Bourdin? Combien de temps? Quand on sait que les jeunes entrent sur le marché du travail à 23, 24 ans, qu'ils vont évidemment subir, parfois plus tôt, hélas, parfois plus tard. Ils vont subir, hélas, dans leur vie, en tout cas c'est une hypothèse tout à fait crédible, des périodes de chômage. Bon, donc ils vont travailler jusqu'à 70 ans, 68, 67. Mais c'est ce qui se fait partout en Europe, vous dites non. L'exemple allemand, vous dites non. Oui, mais il n'y a qu'un malheur, M. Bourdin. C'est que partout en Europe, il n'y a pas le taux d'imposition que payent les Français. C'est ça le problème. Il n'y a pas le taux d'imposition que payent les Français. Par conséquent, les Français ont quand même le droit, compte tenu des cotisations qu'ils versent dans leur vie, compte tenu des taux d'impôts qu'ils payent, de pouvoir se voir... Est-ce que vous faites entrer le privé dans les retraites? Non, vous dites non. Non, pas question. Monsieur, on se réserve la priorité des services qui ont été payés par les Français. Voilà ce qu'on fait, clairement. Et je ne suis pas la seule aujourd'hui, je ne suis plus la seule à le dire, puisque que fait M. Cameron aujourd'hui? Bien, M. Cameron, il applique le programme de Marine Le Pen en matière d'immigration. C'est-à-dire qu'il met en place une forme de priorité nationale. Il réduit les aides sociales, il réduit l'accès au logement qui sont accordés aujourd'hui à tous les immigrés ou interdisons-les... Attendez, non. Ou interdisons-les d'entrer et ça règle tous nos problèmes. Non, les immigrés peuvent venir, mais ils subviendront à leurs propres besoins. Et puis des cotisations. Voilà, ils subviendront à leurs propres besoins. À développer les services publics et les retraites des uns et des autres. Mais c'est sûr, les Français sont des abrutis. Ils ne peuvent pas le faire, bien sûr, c'est ce que vous pensez, non? Pas du tout, Marine Le Pen. Mais les immigrés qui viennent travailler, ils paient des cotisations, nous avons 5 millions de chômeurs, M. Bourdin. 5 millions de chômeurs. Vous ne croyez pas qu'il y a là quand même un potentiel pour trouver des gens qui ont besoin de travail, qui attendent que ça de travailler? Alors qu'est-ce que vous faites avec les chômeurs? Vous les obligez à travailler, les chômeurs? Ah, c'est très intéressant ce que vous dites là. Non, mais est-ce que vous les obligez? Est-ce que vous les obligez, je ne sais pas, à travailler un certain nombre d'heures? Vous êtes donc en train... Je vous pose la question. Non, vous êtes donc en train de me dire que vous considérez que les 5 millions de gens qui travaillent, c'est parce qu'ils travaillent pas, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Pas du tout, jamais. J'ai jamais pensé ça. Mais est-ce que vous les obligez à travailler pour la collectivité ou pour l'entreprise privée? En échange des indemnités. Mais M. Bourdin, il faut créer de l'emploi déjà. Oui, mais... Parce que là, les chômeurs, ils veulent travailler, figurez-vous, mais il n'y a pas d'emploi. Votre ami, pas certain, M. Bompard, dit... Quoi? Il faut créer de l'emploi, Monsieur Bompard dit, mettons les chômeurs au travail, 20 heures
par semaine au bénéfice des collectivités locales, de la collectivité et de l'entreprise privée. C'est une mauvaise idée, écoutez-moi, qu'il y ait des gens dans notre pays qui se satisfont d'un certain assistanat et qui n'ont pas envie de bosser et qui usent et abusent et tirent sur la corde du système, probablement il y en a. Mais moi, je tiens à vous dire aujourd'hui de manière solennelle que l'immense majorité des chômeurs français ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir du boulot. Mais je pense la même chose que vous, Marine Le Pen. Lorsque l'on va chercher des étrangers et qu'on en fait entrer 200 000 par an chaque année, eh bien, on crée évidemment une tension considérable sur le marché du travail, dont la conséquence directe est la déflation salariale, c'est-à-dire la baisse des salaires. Que de surcroît, tous ces gens qui entrent et qui ne travaillent pas, eh bien, ils vivent sur le dos de la collectivité publique. Et pour une raison simple, c'est parce qu'ils ont accès à l'école publique pour les enfants, aux soins gratuits, aux logements sociaux. Nous n'en avons plus les moyens. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas de haine dans ce que je dis. Il n'y a pas de xénophobie dans ce que je dis. Il y a uniquement du bon sens. Vous savez ce que disent Monsieur Pelletier, Guillaume Pelletier, qui est vice-président de l'UMP, Monsieur Patrick Buisson, l'éminence grise de Nicolas Sarkozy. Je les cite. Tout devrait emmener Marine Le Pen vers les sommets, mais elle bute contre un plafond de verre. Elle choisit la ligne gaucho-lepéniste de Hénin-Beaumont, alors qu'elle devrait adopter une posture de vraie droite dure du Vaucluse. Non mais, bon, écoutez, moi, cette analyse, j'ai vu que chacun se gratte la tête. Alors les uns me traitent de gauchiste, les autres me traitent de néoconservatrice, ultralibérale. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que je ne suis pas dans un positionnement idéologique tel que le leur. Moi, je suis dans un positionnement de défense du peuple français. Je considère que si eux, leur vision de la droite, c'est la droite la plus brutale qui soit, c'est celle qui considère que la vie c'est marche ou crève, que l'État ne doit pas être un État stratège ou un État protecteur pour les Français, eh bien effectivement, je ne suis pas sur leur ligne. Ils sont plus à droite que vous ? Est-ce qu'ils sont plus à droite que vous, ces messieurs Buisson, Pelletier ? Je sais pas, c'est ça la droite. C'est cette fascination du pognon, c'est cette fascination de la loi du commerce, c'est ça, mais c'est la droite qu'ils ont transformée. Je crois pas que c'était la droite originelle, mais effectivement aujourd'hui la droite c'est devenu ça, et c'est pour ça que je suis ni de droite ni de gauche. Moi je suis pour la France, je suis pour les Français d'abord. Et dans ces conditions-là, j'ai une vision sociale. Oui, je considère que ceux qui, dans leur vie, chutent, ont des difficultés, ont des moments difficiles, doivent pouvoir se retourner vers la solidarité nationale. Voilà. Et ne pas penser ça, c'est admettre, encore une fois, une politique ultralibérale qui est la politique de la loi de la jungle. Ça n'est pas mon opinion. Alors, il y a des économies à faire. Eh bien, il y a des choix à faire, des priorités. Moi, ma priorité, je l'ai exprimée très clairement, elle consiste à réserver l'action de l'État aux nationaux français qui contribuent, eux, qui ont construit, eux, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, un système de protection sociale qui était, c'est vrai, quand même très protecteur. Alors j'ai deux questions pour terminer, Marine Le Pen. La première, vous parlez de la droite, de l'UMP. Est-ce qu'il y aura des accords localement avec l'UMP? Est-ce que déjà il n'y aura pas d'accord avec l'UMP. Non, aucun. Il n'y aura pas d'accord avec l'UMP. Au municipal, dans aucune ville. Il y aura peut-être au cas par cas quelques accords avec tel candidat qui viendra, il y en a déjà qui se profilent. Qui viendra sur une charte. On dit dans certains départements du Sud. Qui viendra sur une charte extrêmement claire avec 3 ou 4 ou 5 points essentiels. Trouver le moyen, peut-être au second tour d'ailleurs, d'envisager de faire quelque chose ensemble. Mais il y en aura aussi peut-être qui viendront qui seront divers gauche. Moi, encore une fois, je ne suis pas là pour sauver... Il y a des électeurs de gauche qui ont voté pour vous dans l'Oise. Je ne suis pas là pour sauver la tête. Il y a des électeurs de gauche, beaucoup. Oui, je ne suis pas là pour sauver la tête de tel ou tel candidat UMP. Voilà. D'autant que je pense qu'ils ont quand même une grosse responsabilité dans la situation actuelle. J'ai une dernière question. Vous êtes députée européenne. Je regardais 122 jours de présence en 3 ans à Strasbourg. C'est peu. 742e sur 754 dans le classement des députés européens. Non mais vous êtes dans la présence. Monsieur Bourdin, je suis là à toutes les sessions plénières du Parlement. Voilà. Vous voulez que je vous donne les chiffres ? Je suis présente à toutes les sessions plénières du Parlement. 4 questions en 8 ans. Alors.
Mais monsieur, 56 interventions. Mais monsieur, je ne peux pas. Pas de rapport. Mais monsieur, je suis non inscrit, monsieur Bourdin. Vous savez comment ça fonctionne? Je ne peux pas faire cela, car je ne suis pas dans un groupe de députés. Moi, je suis une sous-députée, moi. Je suis une députée de résistance, vous comprenez? Je ne suis pas dans leur système. Moi, je n'ai pas le droit de faire des rapports, monsieur Bourdin. C'est pour ça que j'ai pas de rapport dans mon bilan. Bon, et vous avez le droit de poser des questions. Je n'ai pas le droit de faire des amendements. Je n'ai pas le droit de déposer des amendements. Vous comprenez? C'est là où, d'ailleurs, la manière dont il calcule cela est profondément malhonnête. En revanche, je peux vous dire que si quelqu'un a à son bilan le fait d'avoir permis aux Français de comprendre comment fonctionnait l'Union européenne, les malheurs qui en découlaient, je crois que c'est Marine Le Pen, voyez-vous, et aucun autre député européen, car les Français sont probablement incapables de vous nommer un seul député européen français. Ce qui prouve... Non, aucun. Mélenchon, peut-être. Ah, peut-être Mélenchon. Bon, eh bien, il est aussi mauvais, voyez-vous, dans la... Corinne Lepage, peut-être. Dans cette notation faite par des technocrates. Voilà. Il est aussi mauvais, ça. Eh bien, voilà. Légèrement moins mauvais. Et pourtant, monsieur Bourdin, probablement, lui et moi, j'essaye d'être honnête, eh bien, nous sommes les députés européens qui avons le plus parlé de l'Europe aux Français. Merci, Marine Le Pen, d'être venue nous voir à 8h56. What is your name? Matt Anderson. And what is the make and model of your car? I drove a stunning pearl white Citroen DS5. 200 brake horsepower, 4-wheel drive, 88 grams of CO2, and 3.4 liters per 100 kilometers. Can't be true.